Bonjour à tous et bienvenue à BPI France Metaverse Vision. Alors, vous êtes là parce que vous aimez le Metaverse, vous aimez sans doute aussi le multiverse, donc bienvenue au Multi-Metaverse, puisque Nicolas l'a dit, une des spécificités de cet événement, c'est qu'il se déroule dans 3 dimensions, ici, et merci de votre présence à toutes et à tous, sur Decentraland et sur Sandbox, où la communauté Game Makers va aussi avoir accès à l'événement. C'est une des dimensions de polyfacette du Metaverse. Alors le Metaverse, c'est comme l'amour, il y a beaucoup de définitions qui coexistent et aucune ne fait autorité. Est-ce que c'est un monde digital, immersif, persistant, où des jumeaux numériques vont interagir en coprésence? Est-ce que c'est la nouvelle itération d'Internet? Est-ce que c'est Ready Player One qui devient une réalité, ou Matrix, moins cool? Est-ce que c'est l'horizon des événements où notre vie digitale va devenir plus importante que notre vie réelle? Quand je vois certains posts de mes amis sur leur week-end à la dune du Pilat sur Instagram, je pense que c'est déjà le cas dans le Web 2, mais on pourra en reparler. En tout cas, c'est un sujet extrêmement passionnant qui est, Nicolas l'a dit, polysémique, polymorphique. Il y a des enjeux de contenu, d'expérience, des enjeux d'infrastructure, des enjeux de device, des enjeux de facilitation aussi. Il va falloir écrire des règles juridiques, des règles de compliance, de trouver des modèles économiques. Donc on ne va peut-être pas craquer tous ces sujets aujourd'hui, mais en tout cas, on a une chance inouïe, c'est d'avoir un niveau d'intelligence individuelle et donc collective, puisque l'idée c'est de les avoir réunis aujourd'hui, qui je pense va faire date, au-delà du fait que dans le dispositif de l'événement, on a l'originalité d'être dans 2 plateformes différentes. Je pense qu'on va repartir de cet événement avec beaucoup de richesse et beaucoup de vision et beaucoup de partage. C'est, on l'a dit, un sujet qui est un sujet de prospective, qui est un sujet de vision, hein, d'où le nom de l'événement. Donc c'est un sujet où on est en train d'expérimenter, d'écrire les règles. Et donc évidemment, ce moment où on se pose tous pour partager notre vision et notre angle du sujet, c'est un moment absolument crucial. Alors on va aborder 2 thématiques sur 2 fois 2 tables rondes, on va dire. On ne va pas embrasser tous les sujets, mais je pense qu'on va traiter un certain nombre de sujets passionnants. Le premier, c'est le sujet du rôle de la French Touch dans le Metaverse, parce que clairement, ce qui est sûr, c'est que dans le Metaverse, il va falloir faire des choses intéressantes, faire des choses inspirantes, et quoi de mieux que la création, que l'art, que le jeu vidéo, que la musique, que l'audiovisuel, que la mode, pour créer des expériences. Et donc c'est la première thématique qu'on va aborder avec nos 2 premiers panels. Et sur le 2e panel, on va adresser un certain nombre de grandes dialectiques du sujet. Encore une fois, je pense qu'on ne va pas tout résoudre, on ne va pas tout réduire, mais on va pouvoir parler avec les meilleurs sachants du sujet, les métaverses, entre interopérabilité, souveraineté, décentralisation. Ça va être absolument passionnant. Donc, un immense merci déjà à tous d'être là, un immense merci à nos top speakers. Voilà, donc à partir de ce moment-là, mon rôle va consister à dire le moins de choses possible et à regarder très nerveusement ma montre, parce qu'on a un timing très serré. Les panels sont censés durer 30 minutes pour laisser un petit peu de temps questions-réponses. Les questions-réponses, on se détend sur le sujet, puisque dans la coprésence, il y a quand même la notion de cocktail qui va nous réunir à la fin de l'événement. Donc je pense que pour tous les échanges aussi bilatéraux et toutes les questions que vous avez, ce sera le moment aussi très indiqué pour en profiter. Alors, on attaque. Donc le Metaverse, nouvelle frontière des ICC et de la French Touch. Merci infiniment à nos 4 premiers panélistes. Et pour se chauffer doucement sur ce sujet profond, je propose peut-être un petit tour de table où, en gros, vous allez nous dire qui vous êtes. Pour certains et à peu près pour tous, on le sait déjà, mais on va dire, résumer rapidement ce sujet pour vous. Quel est votre angle? Quelle est votre vision? Quel est votre play, comme on dit dans la tech? Et par ailleurs, ce n'est pas seulement la vue de l'esprit, c'est aussi concrètement, quelle est votre expérimentation? Quelle est votre façon d'aborder le sujet au moment où on se parle? Dia, si ça te convient, je te propose d'attaquer. Merci, je ne savais pas qu'en m'asseyant à côté de toi, j'allais commencer. Alors, Dia Yacoubi, je suis CEO de Monnier Paris, qui est une plateforme de produits de luxe, d'accessoires de luxe,
d'origine française, même si on est très international. Et aujourd'hui, on souhaite devenir le leader de la fashion tech sur ces nouveaux univers également qui sont émergents, qui sont le metaverse et les NFT. Donc, pourquoi je suis là ? Parce que c'est une conviction que j'ai déjà depuis plusieurs années. Je ne viens pas de l'univers du luxe, je viens plutôt de l'univers de la tech. Je suis tech entrepreneur depuis plus de 20 ans. Donc j'ai commencé ma carrière dans les télécoms où j'étais parmi les premiers à construire les infrastructures télécoms et j'ai construit les premiers fournisseurs d'accès. D'ailleurs, ma première start-up était un fournisseur d'accès, donc c'était vraiment le début du Web 1. Avec toutes les problématiques de construire des portails, de construire des applications. On était encore loin de ce qu'on appelle aujourd'hui le Web 2. Et donc, très, très rapidement, j'ai pris conscience de l'importance du contenu et de l'application qui va permettre justement d'attirer l'usage et d'attirer les communautés. Quelques années plus tard aussi, j'ai participé à la construction du Web 2, puisque j'étais aussi dans la plomberie, où je construisais les clouds, je construisais les data, donc tout ce qui est trafic data. Et très rapidement, j'ai compris conscience que nous avions perdu la bataille technologique, puisque c'était pas normal qu'on soit un constructeur équipementier français qui se bat pendant des années pour avoir des contrats d'État et qui étaient donnés à des acteurs américains ou israéliens. Donc très rapidement, j'ai commencé à prendre conscience que là où on pouvait vraiment faire la différence, c'est sur des sujets où il y a de l'émotionnel, où il n'y a pas un sujet technique. Soit c'est des sujets qui sont plutôt réglementés, soit des sujets où il y a vraiment un avantage compétitif français. Et où sont les secteurs où la France est incomparable, c'est bien sûr le secteur du luxe. Donc très rapidement, je suis également allée voir un des marchés qui me fascine déjà depuis plus de 8 ans, qui est la Chine. Donc j'ai passé plus de 6 ans en Chine à faire des allers-retours et à décortiquer leur modèle. Et j'ai compris qu'ils ont très rapidement, depuis enfin pas très rapidement, mais ça fait plus de 30 ans qu'ils ont eu cette vision de construire leur leadership technologique, leur plateforme, leurs usages et d'être un vrai bras armé par rapport aux GAFA. Et voilà, et donc c'est à partir de là où j'ai pris conscience également que nous sommes en train de vivre un momentum particulier qui est cette révolution crypto, Web3, où il y a justement cette puissance du storytelling, des produits qui font rêver le monde entier, qui sont le luxe. On a quelques acteurs du luxe représentés parmi nous. Et sur ces applications, sur cette émotion, on peut capitaliser pour pouvoir construire des plateformes et pour ne pas perdre cette souveraineté. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui parmi vous. Merci Dia. Jean-Michel, tout au long de ton illustre carrière, tu as toujours concilié ou articulé la créativité et l'expérimentation et la technologie. Qu'est-ce que ça représente pour toi l'avènement de ce métaverse et de cette itération technologique incroyablement disruptive? Alors pour essayer d'être bref sur une question qui pourrait demander une réponse qui pourrait durer la nuit, d'abord je voudrais remercier BPI France de cette initiative. Je pense que c'est extrêmement important et c'est très symbolique de voir qu'un groupe comme la BPI est à la pointe justement de financement pour l'innovation. Je pense que c'est extrêmement important, qu'on a tous besoin, qu'on soit producteur, acteur, créateur et membre de la société civile qui vit en 2022. Donc merci à tous les Nicolas et à tous les autres prénoms aussi de la boîte. D'autre part aussi, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de voir tant de têtes familières dans la même salle, qui est la symbolique pour moi du fait qu'on doit, pour ce web à l'aube du web 3.0, de jouer collectif. Qu'on a une chance aujourd'hui, et je pense que tous les très jeunes ont une chance de pouvoir vivre un moment de disruption. Ça n'existe pas, ça n'arrive pas tous les jours. Et un moment de disruption, comme on le sait, c'est un moment de plein d'opportunités et que c'est à nous de le saisir. Et je pense qu'en France, on a effectivement eu tendance souvent à séparer la culture de la tech, alors que la culture et la tech sont intimement liées, comme on le sait, et de séparer aussi les problématiques de production avec les problèmes de distribution. Et je pense qu'on a du jus de cerveau ici, on l'a prouvé, on le prouve encore aujourd'hui.
plus que jamais, et qu'on est capable de pouvoir... on n'a pas de problème pour produire, que ce soit des films, de la musique, des créations graphiques ou autres. Mais si c'est pour, au bout du compte, le laisser sur notre cheminée, ça n'avance pas, ça n'avance à rien. Et c'est malheureusement ce qui nous guettait depuis un moment avec le web classique et les GAFA. Je pense qu'on a une véritable opportunité aujourd'hui de pouvoir, nous, en développer une véritable, de participer à la souveraineté franco-européenne avec, justement, avec l'ambition de pouvoir participer à une maîtrise ou un contrôle, en tout cas, une autonomie sur le plan des outils de diffusion. Ça, pour ça, on a besoin de la BPI. On a aussi la chance d'avoir un État, je pense, qui est absolument convaincu de ce que nous pensons tous ici dans cette salle. Sans politique politicienne. On a la chance quand même d'avoir un président aujourd'hui qui est convaincu au-delà de tout opportunisme, qui est vraiment convaincu sur le fait non seulement d'investir, mais de s'investir. D'avoir quelqu'un comme, sur le plan de la culture, Rima Abdul-Malak, dont nous avons une digne représentante ici, qui est totalement sensible à nos sujets, et d'avoir d'autre part aussi une entité comme France 2030, à la tête de laquelle se trouve François Bonnel, Bruno Bonnel, que j'appelle toujours François d'ailleurs, ce qui l'énerve, mais Bruno Bonnel, qui en fait, comme vous le savez, a quitté la députation, mais qui a une double casquette et qui vient quand même de nos secteurs, c'est-à-dire le secteur qui a créé Infogrames, qui était le président d'Atari, et donc il comprend tous ces sujets. Je pense que c'est une énorme chance. Et pour en finir avant de rentrer dans le dur, si on a le temps, je dirais qu'il faut absolument qu'on puisse décider qu'effectivement, en France, on puisse utiliser la même technique que ce qu'on a utilisé pour Airbus il y a 30 ou 40 ans, quand on disait qu'on allait être les maîtres de l'aéronautique, tout le monde rigolait. Et aujourd'hui, ça étonne même plus personne qu'Airbus soit le leader incontesté dans le monde de l'aéronautique. Et je pense qu'on peut faire la même chose sur le plan du métavers. Et qu'il ne tient qu'à nous de pouvoir le faire. Je crois qu'on a tous les outils et que, en tout cas, moi, en tant que créateur, je suis absolument ravi d'y participer. Voilà. Merci Jean-Michel. Alors Elisabeth, Jean-Michel a parlé de souveraineté culturelle, de souveraineté technologique, de transversalité. Nicolas a dit avec le volontarisme qu'il caractérise qu'on allait financer tout ce qui passe. Qu'est-ce que tu peux nous dire de l'adhérence de tout ça avec la politique publique ? Il y a eu énormément d'initiatives structurantes et totalement nouvelles aussi dans la manière dont le ministère de la Culture adresse ces sujets. Voilà, je te laisse engager un premier propos. Merci beaucoup Nicolas. Le ministère de la Culture que je représente est en charge du pilotage de l'enveloppe culture de France 2030 que Jean-Michel a cité et qu'il a qualifié de très pertinent. Donc évidemment, je partage ce propos. L'enveloppe culture de France 2030, c'est à peu près 1 milliard d'euros sur 5 ans. Je cite ce chiffre parce qu'il est historique. C'est une enveloppe qui est dédiée à l'innovation dans la culture. C'est un geste fort, ça donne de véritables leviers pour faire pivoter le secteur avec une équipe de France. Je crois que les deux intervenants précédents, et Nicolas, tu le dis souvent, ont parlé de collectif. Donc avec une équipe de France transversale qui inclut évidemment nos grands opérateurs comme BPI France, la Caisse des dépôts, je vois l'IFSIC qui est parmi nous aussi. Côté ministère de la Culture, on a aussi de très grands établissements publics culturels de renommée internationale qu'il faut embarquer avec nous. Le Centre national du cinéma est également avec nous aujourd'hui, mais je pense également à d'autres très grandes signatures, le Louvre, Orsay, qu'il s'agit d'embarquer dans cette démarche. Donc, le président de la République a annoncé France 2030 en octobre dernier et il a détaillé 3 grands objets pour la culture. Un plan pour l'innovation à 400 millions d'euros qui est systémique, transversal, général. BPI en opère une bonne partie au travers d'une série de mesures. Un autre objet que sont les studios de tournage et la formation au métier de l'image de demain. Et un dernier objet qui sont les contenus culturels immersifs.
mettre l'accent sur les contenus culturels immersifs, ça va nous permettre d'être dans la course mondiale qui s'ouvre pour être présent dans le métavers, dans les métavers. Et Jean-Michel a employé ce terme aussi, c'est un enjeu de souveraineté. Et Dia a parlé d'atout pour la France, évidemment, c'est un atout, mais c'est aussi un enjeu de souveraineté parce que la culture façonne nos imaginaires, elle crée notre lien aux autres. Et donc, on ne peut pas imaginer un métavers dans lequel les contenus culturels immersifs ne seraient pas présents. J'entends parfois que la culture est un cas d'usage du métavers. C'est un terme que j'aime pas beaucoup. Moi, je pense que la culture, ce sera le centre de gravité du métavers. Déjà aujourd'hui, 72% des contenus en réalité virtuelle, en B2C, qui sont consommés, c'est des contenus culturels ou de divertissement. Moi, je pense que ce sera la même chose dans les métavers. Donc, il s'agit absolument d'y être présent et tous ensemble, avec cette équipe de France qui profite de personnalités qualifiées, qui acceptent de nous accompagner, nous, pouvoir public, dont mon voisin de droite, qui est une des personnalités qualifiées qui accompagne le gouvernement dans le déploiement de France 2030. Merci. Merci Elisabeth. Alors, Louis, au-delà du fait que tu as bénéficié de l'équipe de France du financement des ICC, mais ce n'est pas le propos d'aujourd'hui, mais ça illustre quand même qu'on essaye d'être raccord entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, ce qui n'est pas plus mal. Toi, il faut que tu nous apportes un éclairage qui est pas uniquement pour le coup celui de la vision et de la prospective, mais qui est celui de l'incarnation concrète de ce qu'est une Metaverse Company, de ce qu'est une expérience dans le Metaverse. Donc je te laisse la parole pour que tu puisses te présenter et présenter ce que fait Vroom. Oui, merci beaucoup Nicolas. Et effectivement, nous avons bénéficié des aides du gouvernement, des aides de banques, dont la BPI, pour nous développer. Moi, donc, je m'appelle Louis Cacciutolo, je suis le fondateur et le président de Vroom. Et cette société est dédiée à la création, la production et la diffusion de spectacles vivants en réalité virtuelle. Ça fait plus de 5 ans qu'on existe. J'étais à San Francisco, je travaillais pour George Lucas à l'époque chez THX. Au moment où la VR en 2016 est arrivée sur le marché, la VR avec les casques Oculus Rift, HTC Vive, PlayStation VR. Et c'est là que j'ai vu, en tant que aussi, j'avais une autre casquette qui était propriétaire d'un théâtre en France, dans le sud de la France. Et j'étais toujours très frustré de voir que les productions qu'on faisait dans un petit théâtre avec une petite jauge, que ce soit de la musique, de la danse ou du théâtre, avaient du mal à trouver leur public, d'une part parce qu'on était confiné dans un lieu qui était difficile d'accès, en fait une petite ville de province, Béziers pour ne pas la nommer, et donc une ville où en plus on avait très peu de soutien des entités locales. Et le fait que la jauge aussi limitait la rentabilité des productions. Et le fait de voir arriver la réalité virtuelle, et en particulier ce qu'on appelle la réalité virtuelle sociale, c'est-à-dire le fait que des avatars peuvent se rencontrer, partager un moment ensemble dans des mondes en 3 dimensions, en ligne, où qu'ils soient dans le monde, tout ça, ça a vraiment été une révélation qui m'a fait vraiment me dire, voilà, c'est l'avenir. C'est l'avenir pour toute l'industrie culturelle. Et on en a la preuve, puisque de fil en aiguille, je suis rentré en France, j'ai créé donc une société en France, et cette marque Vroom qui nous accompagne. Nous avons réalisé déjà sur des plateformes américaines, parce que jusqu'à présent, on n'avait pas le choix. Donc en gros, on est des super hackers, parce que pour réaliser ce qu'on veut, on va sur des plateformes et on leur fait faire un petit peu ce qu'on recherche. Des spectacles, des festivals. On travaille avec la Biennale de Venise, avec le festival South by Southwest aux États-Unis, avec Go East en Allemagne. Des super productions, je dirais, avec Jean-Michel Jarre, qui est ici, et qui nous a permis, évidemment, avec sa vision d'artiste aussi, et sa compréhension du public, qui est la même, en définitive, dans les mondes virtuels que dans le monde physique, d'ancrer cette vision
et de la faire se réaliser avec 3 concerts de suite, littéralement. Alone Together pendant la fête de la musique, le concert de Notre-Dame pendant la fête, enfin au Nouvel An de 2021, où on a battu le record du monde du concert le plus streamé avec 75 millions de vues. Donc tout le monde n'était pas en réalité virtuelle, parce que l'idée, c'est aussi l'accessibilité, de faire des productions virtuelles qui soient accessibles non seulement avec de la VR, mais aussi sur PC ou via les smartphones et les tablettes, et même sur les chaînes de télévision pour ce qui concerne Notre-Dame. Ce qui nous a permis d'atteindre ce score et ces nombres. Donc, pour répondre à ta question, c'est du très concret. On a les mains dans le cambouis et on réalise des choses qui plaisent au public et surtout qui apportent la preuve, jour après jour, que ce n'est pas un rêve. Le métavers, c'est quelque chose de très concret. Et le métavers, pour moi, c'est vraiment transposer l'émotion du spectacle vivant, l'émotion d'être ensemble dans un monde physique et de pouvoir la partager et de faire une extension du monde physique vers les mondes virtuels. C'est cette notion d'extension qu'il faut aussi mettre en avant, parce qu'on n'est pas là pour remplacer les mondes physiques, on est là pour le compléter et pour pouvoir justement lui donner. Ça mérite d'être dit pour soulager une petite anxiété qui pourrait éventuellement exister. Tout à fait, parce que souvent, quand on parle de métavers, je vois, c'est pas seulement, et souvent même dans le public ou dans les gens qu'on rencontre, les gens ont toujours un petit peu une appréhension. Qu'est-ce que ça va faire par rapport au monde physique ? C'est vraiment quelque chose qui donne une autre dimension aux productions qu'on fait dans le monde physique, tout simplement, et qui décuple les possibilités de monétisation. Et ça nous l'avons prouvé sans cesse. Et là, je suis content d'annoncer aussi ce soir que nous allons lancer notre propre plateforme, parce qu'il y a une question absolument essentielle de souveraineté, comme on l'a tous dit jusqu'à présent, qui fait qu'on a besoin d'avoir des acteurs français, franco-européens, pour développer cette vision de diversité, d'inclusion et de créativité. Merci Louis. Jean-Michel, si tu prends ta casquette de créateur, que tu ne poses jamais par ailleurs, mais tu as au cours de ta carrière réalisé les concerts et les spectacles probablement les plus superlatifs de l'histoire de la musique en termes de scénographie, de masse d'audience, etc. Qu'est-ce que ça t'apporte ? Comment tu vois l'expérience Metaverse, à la fois en termes de propositions artistiques, d'expérience pour tes fans et ceux qui t'écoutent ? Quelle est ta vision de ce qu'est un concert dans le Metaverse, de ce qu'est le live entertainment dans le Metaverse, du point de vue du créateur que tu es ? Alors, d'abord, c'est de pouvoir... je pense qu'il y a une dimension sociale qui n'échappe à personne dans cette salle, dans l'utilisation d'un Metaverse pour les créateurs et au-delà de la création d'ailleurs, qui est le fait de pouvoir justement arriver à permettre à des gens qui sont isolés socialement, géographiquement, ou pour même des raisons de handicap, à être connectés, à partager un moment d'émotion, comme on peut le partager dans un festival quand on est épaule contre épaule, ce qui ne sera jamais d'ailleurs remplacé. Il ne s'agit pas de remplacer un médium par un autre ou un moyen d'expression par un autre. Et c'est le fait, au fond, lors d'un des derniers concerts qu'on a pu faire, à la fin du concert, moi je suis allé puisque j'étais physiquement avec les capteurs, etc., je suis allé dans le monde virtuel où les gens et les fans, le public étaient là, à travers leurs jumeaux numériques. Et puis il y avait une fille qui était là, qui était en fait une fille, moi on était à Paris, il y avait une fille qui était de Manchester, qui était la plus... qui s'extériorisait, qui était ravie, qui avait dansé toute la soirée, qui posait plein de questions. Et en fait, à la fin de la conversation qu'on a eue, je me suis rendu compte qu'elle était tétraplégique. Et que c'était une des premières fois de sa vie où elle avait pu partager collectivement un moment de divertissement ou d'entertainment. C'est aussi à ça que le métaverse va servir. Et puis, je voudrais dire en tant que musicien, c'est qu'en fait, au moment où quand on parle de métaverse, on parle beaucoup d'univers visuel. C'est un réflexe. Mais je rappellerai quand même que le champ visuel, c'est 140 degrés, le champ auditif, c'est 360 degrés, et que l'être humain est d'abord sensible à l'immersion sonore. Et donc, comme je le dis souvent, n'oublions pas que les oreilles ouvrent les yeux. Et qu'il y a un terrain de jeu pour nous tous sur le fait de pouvoir mettre la musique au centre justement des avancées technologiques qu'on peut faire sur le plan du métaverse.
Merci Jean-Michel. Dia, si on se projette un peu, dans quelques années, quelle est ta vision de la manière dont on va faire l'expérience et dont on va consommer le luxe dans le métaverse? Parce qu'il y a quand même des enjeux. On est sur des modèles qui ont déjà mis du temps à trouver leur maturité. Est-ce que le métaverse, c'est une nouvelle brique de l'omnicanalité? Est-ce que c'est quelque chose qui va complètement disrupter à la fois la manière dont les marques s'envisagent, ont un rapport à leurs clients? Concrètement, comment le client du luxe de 2030, qui ne va pas, ne serait-ce qu'en termes de génération, être exactement celui qui a connu les modèles anciens, comment il va consommer et comment il va faire l'expérience de marque de luxe dans le métaverse, selon toi? Alors, c'est une question que se posent tous les acteurs du luxe et c'est vrai que ça paraît assez évident que les acteurs du luxe, le luxe qui porte une telle émotion, va aller dans cette direction. Alors, la différence, c'est que, et c'est ce qu'on a observé il y a 20 ans, les acteurs du luxe sont traditionnellement conservateurs. À la différence d'il y a 20 ans, il y a une vraie prise de conscience, donc ils sont en train de tâtonner et d'essayer de voir comment se positionner. Moi, j'ai tendance à dire qu'on surestime toujours ce qui va se passer dans les très prochaines années, mais on sous-estime toujours ce qui va se passer dans 10 ans. Si on voit les études qui sortent, Morgan Stanley a sorti une étude qui annonce 50 milliards de création de valeur économique pour le domaine du luxe d'ici 2030. Donc il y a clairement une extension de l'émotionnel et des produits qu'on vend dans ces nouvelles plateformes. La question, c'est comment les occuper, comment construire un dialogue avec cette nouvelle génération A, moi j'aime bien l'appeler la génération M, pour Meta. Et il y a une vraie construction de storytelling, de les associer à cet univers, à ce dialogue. Et là, ça ne se fait pas en restant dans son étude et en essayant de réfléchir comment le faire. Il faut le pratiquer. Et pour ceux qui ont pratiqué déjà l'Internet ou tout ce qui est technologique, on ne décide pas d'une grande vision tout de suite. C'est à travers, pas à pas, qu'on apprend, on se casse un peu la figure, on recommence. Et c'est comme ça que la plupart des grands acteurs du digital se sont construits, ce qui est une démarche un peu différente de ce que font les acteurs du luxe, parce qu'ils ont besoin de se rassurer avant d'y aller, même s'il y a de plus en plus d'initiatives. Mais moi, j'ai l'intime conviction que les acteurs du luxe ne pourront s'emparer de cet univers de manière maximale et optimale qu'en s'accompagnant par des acteurs agiles, qui bougent vite, qui expérimentent de manière plus rapide et qui ont cette capacité de construction de communauté dans ces nouveaux univers. Est-ce que tu relèves dans l'univers du luxe une initiative où tu te dis là vraiment ça, alors évidemment on est évidemment d'accord qu'on est dans le domaine de l'expérimentation. Est-ce qu'il y a une initiative qui t'a marqué, une marque où tu t'es dit là c'est quand même des gens qui réfléchissent Alors je ne veux pas froisser mes autres partenaires, c'est toujours difficile. Ça pourra me retomber dessus parce que c'est moi qui ai posé la question. Mais bon, c'est de notoriété publique. Je pense que il y a quelques initiatives intéressantes, mais celles, en tout cas moi, que je trouve les plus intéressantes, c'est principalement celles de Gucci et de Balenciaga, qui ont, je pense, parmi ceux qui ont compris très vite que dans ces univers, c'est la gamification qui va prendre le ton. On rentre dans l'univers du retailtainment, de la gamification du shopping, et ces acteurs qui seront les futurs acteurs de nos partenaires marques, ce sont des jeunes qui ont à partir de 12 ans jusqu'à... Voilà, ils grandissent vite et deviennent des consommateurs. Nous, 2/3 de nos clients sont des Gen Z. Donc, j'étais quand même assez stupéfaite de voir, on commençait à construire un dialogue qui leur correspond, on peut basculer très rapidement. Mais pour moi, Gucci, leur CEO a annoncé qu'il va recruter des centaines, voire plus, de gamers, qui va construire des univers pour pouvoir leur laisser l'expression libre. Et je pense que c'est comme ça que ça peut marcher, c'est-à-dire de donner cette capacité d'initiative, de libérer la création et de continuer à construire sur cette puissance narrative que la French Touch. Et je continue encore à insister, l'alliance de la French Touch avec cette puissance narrative, cet émotionnel qu'on est capable de construire avec notre création, basée, construite sur de la French Tech, qui est les algorithmes, les plateformes, on est capable de construire vraiment l'application killer app de demain. Amen.
Elisabeth, tu as dit, ce qui est un discours qu'on entend de la part du ministère de la Culture, que dans le Metaverse, la principale expérience serait culturelle. Il y a à parler des acteurs du luxe qui ont un certain mouvement quand même à faire vers ces modèles qui sont extrêmement nouveaux en termes de technologie, en termes de population cible, etc. Tu citais les grands acteurs culturels français. C'est vrai que, encore une fois, je pense que le Metaverse, comme la French Touch, c'est un sujet d'écosystème et c'est vraiment tout le sens de notre événement aujourd'hui, c'est-à-dire de nouer des conversations entre différents secteurs, entre des grands corporates, des startups, des institutionnels, etc. Les grands acteurs publics, culturels français, comment tu les projettes dans le Metaverse? Alors, on va dire 2030 parce que c'est l'horizon, puis en plus avec le branding du programme, ça a du sens. Ça ressemblera à quoi l'Opéra de Paris, le Louvre en 2030 dans le Metaverse? C'est filmé, Elisabeth. Hein, Ce qui est certain, c'est que le ministère, les acteurs culturels, les opérateurs souhaitent être présents dans ces nouveaux univers, dans ces métavers. Et vous remarquerez, je suis sûre que certains d'entre vous ont déjà pu profiter de ces expériences-là, qu'ils y sont déjà relativement présents dans ces univers. Par exemple, le Grand Palais Immersif et le Musée du Louvre sont en train actuellement d'exposer au Palais de la Bourse à Marseille une exposition en réalité immersive sur la Joconde qui vous permet de redécouvrir ce chef-d'œuvre, d'avoir des secrets sur la façon dont il a été réalisé et finalement d'approcher au plus près son essence. Jean-Michel disait, ça nous permet de nous rapprocher des publics empêchés, c'est une de nos préoccupations, éloignés géographiquement, et aussi de ces publics qui ont un peu perdu le chemin des établissements publics, on ne peut que l'observer, mais qui aiment beaucoup les expériences immersives. Donc, et tu parlais de l'Opéra de Paris, Nicolas. Bien, l'Opéra de Paris et le Grand Palais Immersif ouvrent en septembre une salle dédiée aux expériences en réalité immersive. À partir de septembre, ils auront une très belle coproduction sur Venise immergée, ou Venise sous les eaux. Donc, c'est un peu dark. Ou alors c'est le mouvement des marais, c'est quand même assez ancestral. Donc les grands acteurs culturels, déjà, ils y vont. Nous, on observe des expériences très convaincantes en réalité virtuelle, en réalité augmentée, qui pourront être exploitées dans les métavers. On sera quand même vigilant avec nos principes d'accès du plus grand nombre à tout ce patrimoine. De promotion de notre souveraineté, de notre culture. On sera très attentif à ça, mais on est enthousiaste. On voit ce momentum dont parlait Dia, il est là. Et les acteurs sont présents, ils répondent présents. Louis, on a parlé ne serait-ce que ton parcours personnel entre le son, le spectacle vivant, on a parlé de gamification du retail et du luxe, on a parlé de transversalité aussi des expériences. Dans la proposition de valeur de Vroom, comment tu embrasses ça et comment concrètement dans les expériences, les contenus et la plateforme que tu développes, tu as cette idée de mêler les différentes expériences entre du gaming, de l'image, du son, de l'expérience. Est-ce que tu peux nous dire un mot là-dessus ? Oui, on a un très bon exemple. D'ailleurs, avec le dernier concert qu'on a fait avec Jean-Michel Jarre, c'était à l'Hyper Weekend Festival à Radio France, où Jean-Michel, qui est en train de finaliser d'ailleurs la composition d'un nouvel album, qui s'appelle Oxymore, a donc 40 minutes de concert en avant-première mondiale qui était donnée à Radio France. C'est un concert entièrement conçu en son immersif, puisque ça va aussi faire partie des éléments fondateurs de la plateforme qu'on développe, de donner une priorité au son, étant donné, comme vient de le dire Jean-Michel, la dimension absolument essentielle du son dans les univers virtuels. Ce concert était donné dans le noir, parce que c'est un concert conçu en son multicanal, et Jean-Michel tenait absolument à ce que les gens s'attachent au son avant toute chose, s'attache à la musique avant toute chose et ressentent la musique de la manière dont il l'a conçue, un travail de titan d'ailleurs, exécuté en très peu de temps. Et en même temps,
on avait en réalité virtuelle et sur cette plateforme de réalité virtuelle sociale, on avait une version différente du concert. Donc c'est là où on voit aussi comment on peut inventer, créer des événements, des spectacles, des réalisations, des productions qui soient vraiment un complément de la réalité et non pas une réplique de la réalité. C'était quelque chose d'entièrement différent, avec une ville entière qu'on a dessinée, une ville immense dans laquelle le public peut se déplacer, visiter, et à chaque mouvement du concert, en fait, se retrouver dans une zone différente de la ville, où il y a effectivement de la gamification pour des publics différents. Parce qu'on s'aperçoit aussi que vous avez des publics d'audiophiles ou des publics composés de fans de Jean-Michel Jarre. Dans la ville, il y avait des écrans immenses qui retransmettaient en direct donc Jean-Michel Jarre à ses machines en train de jouer pendant le concert physique. Donc des écrans immenses parsemés dans la ville. Et on voyait les fans de Jean-Michel Jarre qui étaient littéralement en face des écrans, en train de le regarder jouer et d'apprécier la musique. Alors que une autre population qui était à ce moment-là dans ces mondes virtuels et qui sont des populations des nouveaux publics, ce qu'on appelle les nouveaux publics, les jeunes, les très jeunes, qui sont là et qui apprécient plutôt la gamification justement des expériences, étaient là en train de courir partout et de chercher les easter eggs et tous les éléments interactifs qui pouvaient leur donner un peu un degré supplémentaire, une dimension supplémentaire à cette expérience. Donc c'est le genre de choses auxquelles on va s'attacher. Bon, moi, je suis dans l'équipe qui écoute sagement en regardant le concert. Merci infiniment à tous les quatre. Alors, c'est très court, mais l'idée, encore une fois, un des éléments du Metaverse, c'est le FOMO. Donc, on est là pour créer un petit peu de frustration. Nicolas, si tu peux me donner une minute, je voudrais juste partager 2-3 choses avec le public. Une minute. Bien sûr, Jean-Michel, vas-y. La première, c'est que je pense qu'il faut qu'on pense très, très, très tôt au rapport entre l'écologie et la technologie. Je pense que c'est extrêmement important de bien passer le message d'aller contre les idées reçues que la technologie serait énergivore. De faire un concert dans le métaverse, c'est moins énergivore que de le faire dans le monde physique. Ça ne veut pas dire que le concert physique est moins bien. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose aussi, c'est pour les gens du spectacle vivant, bien leur expliquer que la technologie du métaverse et de la réalité virtuelle n'est pas un moins, mais un plus. Et que je rappelle souvent qu'au début du cinéma, les gens du théâtre vivant, du spectacle vivant, voyaient ces acteurs qui s'agitaient sur un drap blanc avec une certaine condescendance, en se disant ces gens qui s'agitent sur un écran, ce ne sont pas des vrais acteurs. Et le cinéma est devenu l'art majeur qu'on connaît et qui non seulement n'a pas affaibli le théâtre, mais l'a renforcé. La même chose pour la télévision vis-à-vis du cinéma, etc. L'autre chose aussi, c'est qu'il y a eu un gros crash il n'y a pas longtemps dans le monde crypto et que je pense qu'il est très important aujourd'hui de faire passer le message que les NFT, la réalité virtuelle, le monde de la crypto ont des passerelles entre elles, mais que ce sont des mondes qui sont séparés. Et ce n'est pas parce qu'il y a une crise passagère dans le monde des cryptos que ça doit décourager la BPI ou les acteurs financiers de se poser la question s'il faut investir dans le métavers. C'était aussi une chose importante que je souhaitais rappeler. Merci beaucoup, Jean-Michel. Alors, on est déjà en retard, donc je vais me faire gronder, mais c'est pas grave, on est bien là. Alors, on prend quand même une ou deux questions, si ça vous va. Encore une fois, l'idée, c'est qu'on puisse converser tous ensemble à la fin de l'événement. Mais s'il y a une ou deux questions avant de remercier infiniment nos 4 speakers et de passer au panel suivant. Faites un effort, quoi. Oui, bonjour, merci. Stéphane Faudeux, Société Génération Numérique. Est-ce que vous pensez qu'il faut une interopérabilité entre les différents métaverses, puisque vous utilisez le mot métaverse au pluriel? Et si oui, comment gérer cette interopérabilité? Qui s'y colle? Je veux bien essayer de répondre à cette question. C'est une question très complexe parce qu'effectivement, le métavers, dans son principe même, est une myriade d'univers qui doivent communiquer entre eux. Et c'est ça qui va faire justement la pérennisation, la diversité de ces mondes et qui va faire que le public va s'y retrouver. Il y a déjà chaque plateforme ou chaque format
est bâti sur des systèmes différents, techniques différents, sur des formats différents, des moteurs de jeu différents, hébergés dans des clouds différents. Il y a énormément de barrières à abattre justement pour permettre ces interopérabilités. Il y a des acteurs qui s'y sont déjà mis, et en particulier, je pense à des acteurs comme les créateurs d'Avatar, Ready Player Me, qui sont complètement compatibles sur des tonnes de plateformes différentes, que ce soit des plateformes iOS, Android, Unreal, Unity, etc. Et je pense qu'ils nous montrent la voie. Ça va être un peu complexe parce que effectivement, c'est difficile d'importer d'un monde à l'autre des univers, des assets, etc. Mais il y a des formats qui permettent de le faire. Et je pense que c'est sans doute, très vraisemblablement, une réflexion globale à avoir quand on parle de métavers souverain aussi, de réunir tous les acteurs qui travaillent dans ces divers domaines, dimensions du métavers, et pouvoir voir comment ils peuvent s'accorder et penser leur développement aussi en se disant qu'il va falloir être compatible avec d'autres formats. C'est évidemment une question clé qui sera aussi abordée dans les panels suivants. Je pense que la promesse du metaverse ou des metaverses, c'est en effet un écosystème où on va pouvoir circuler d'une plateforme et d'un univers à l'autre. Après, en effet, il y a des challenges technologiques, réglementaires, légaux, économiques extrêmement importants. Et puis, ça va aussi se confronter à la stratégie des acteurs, si on se dit les choses. Mais c'est une des questions clés. On va en reparler plus tard. Pour compléter ce que tu es en train de dire, je pense qu'il y a aussi le fait que cette interopérabilité permet aussi de pouvoir promouvoir, nous, une certaine vision du monde, une manière de penser la culture. La culture est un cheval de Troie, et on a un cheval de Troie qu'on peut tous collectivement occuper, et pour justement aller essaimer sur d'autres plateformes. Et puis, le fait aussi que, au fond, l'idée que, en ce qui concerne l'interopérabilité, ce qui me paraît aussi une chose capitale, c'est le fait qu'on puisse, sur le plan des droits aussi, dès le départ, inclure le problème de la propriété intellectuelle, le fait que les auteurs doivent être respectés. Ils ont été trop négligés dans les 25-30 dernières années. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut absolument induire dans notre réflexion dès le départ. Merci infiniment à tous les quatre. Merci Nicolas.